Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme. Puis ensuite, un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 25 de Bref de classe où je reçois aujourd'hui Antoine Pro. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine Pro, vous êtes un des grands spécialistes en France de la période de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment autour des Français avant 1914 et à ce titre, vous avez eu la gentillesse d'accepter aujourd'hui notre invitation pour venir présenter ce chapitre du programme de première qui s'intitule autour justement des Français avant 14. Alors on va aujourd'hui échanger sur ces questions-là. Et vous allez nous donner votre point de vue sur le fonctionnement d'ailleurs de ce programme-là, qui est d'ailleurs tout nouveau depuis sa mise en place l'an dernier. Alors Antoine, peut-être pour commencer dans ce chapitre-là, on pourrait peut-être commencer par la partie, j'allais dire, qui est importante parce que c'est le monde rural, c'est là où les Français sont majoritaires. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer sur ce côté-là, Antoine, sur la vie dans les campagnes avant 1914 ? Bon, d'abord, premier point, il faut dire que les campagnes, c'est essentiel pour les républicains. Les républicains veulent gagner les campagnes. Ils pensent que la République ne sera vraiment installée que si la campagne suit. C'est pourquoi Gambetta fonde le ministère de l'Agriculture, crée le ministère de l'Agriculture en 1880. Deuxième point, c'est un monde qui est très, comment dirais-je, choqué, pénalisé par une crise des prix. J'ai donné un graphique des prix du blé et des prix du vin, les deux grandes productions. Il y a une crise agricole très profonde qui est aggravée par un certain nombre de mauvaises récoltes. Donc, pour les républicains, il faut absolument sauver l'agriculture. C'est pourquoi on a beaucoup reproché aux paysans de cette époque d'avoir été contre le progrès technique. Mais le problème des républicains n'était pas un problème économique, c'était un problème social. Il fallait sauver, une agriculture de petits propriétaires. Troisième point, en effet, c'est une agriculture de petits propriétaires, mais on a exagéré le côté petit propriétaire. À partir de renseignements statistiques, le fait est rarement connu, mais moi ça me scandalise parce que j'ai l'amour des chiffres. On commente la petite propriété à partir d'une statistique qui est le recensement agricole de 1892. Alors, le recensement agricole de 1892 trouve 5 500 000 exploitations, mais il ne trouve que 3 500 000 exploitants. Et alors, le statisticien qui commente dit « Normalement, les deux chiffres devraient coïncider, mais il n'en a pas été ainsi. » Et puis, il passe à la ligne et il continue, il n'explique pas ce... La réalité, c'est que le recensement des exploitations n'a pas réuni, par exemple, les exploitations qui étaient à cheval sur deux communes. Et il n'a pas nécessairement considéré qu'il y a beaucoup de paysans qui étaient propriétaires d'une terre et qui louaient une terre à côté. Ils ont dû les compter comme deux exploitations, ce qui fait qu'on a une statistique qui surestime massivement les petites propriétés. Et il y a une grande propriété en France qui exploite au moins le quart du territoire et qui est au-dessus de 40 hectares, qui est une limite quand même très faible. Pour nous, 40 hectares, c'est pas une grande propriété. Donc, vous avez un monde paysan qui est en train de s'agrandir. Vous avez 2 millions de domestiques et de journaliers, même un peu plus. Vous avez 3,5 millions d'exploitants. Vous avez un exode rural tranquille qui porte surtout sur les journaliers et aussi sur les très grands propriétaires qui ne trouvent plus que c'est rentable parce que les prix ont trop baissé. Et donc, vous avez un marché foncier important et vous avez un endettement des paysans qui est considérable.
Mais somme toute, d'ailleurs, le texte que je vous donne, que je vous commenterai tout à l'heure, le montre. Dans l'ensemble, la République s'est implantée dans les campagnes, incontestablement. Alors, il ne faut pas imaginer que c'est un monde riche. Bon, c'est des petits, ils travaillent comme des bêtes. C'est la somme de la mécanisation, c'est pour demain. Il y a juste les batteuses qui font l'objet d'entreprises. On loue une batteuse pour battre le blé. Il y a encore beaucoup de battage au fléau. Et la mécanisation, ça sera pour l'entre-deux-guerres. Et les tracteurs, ça sera pour l'après-deuxième guerre mondiale. La mécanisation, ça commence à être les faucheuses. C'est surtout la charrue Brabant, qui est une charrue, vous arrivez au bout du sillon, et au lieu de faire tourner le cheval, ce qui prend beaucoup de temps pour repartir, vous renversez la charrue et vous repartez de l'autre côté. C'est un problème, vous avez à peu près 1 million de charrues, mais c'est pas des progrès gigantesques. Et les rendements sont très inférieurs aux rendements allemands, anglais, belges, néerlandais. Mais je vous dis, l'investissement majeur des paysans à cette époque, c'est d'agrandir leur terrain. Alors justement, Antoine, vous parliez d'un rendement inférieur au rendement anglais, voire allemand. Le monde rural français est aussi encore majoritaire en 1914 dans la population par rapport à ce qui se passe au Royaume-Uni ou en Allemagne. Ah, tout à fait. Non, mais, par rapport à l'Allemagne, moins, mais en Angleterre, vous avez 75% de la population qui est dans les villes. En France, vous n'avez pas la moitié de la population dans les villes à la belle époque. Vous en avez, je dirais, 45-47%, ça dépend quel recensement vous prenez. Mais il faut bien voir aussi que le monde rural, c'est pas seulement les paysans. Et il faut pas voir non plus les métiers comme tranchés, comme un forgeron, il a aussi une vache ou deux, il fait du lait, sa femme va vendre des fromages sur le marché. Le menuisier, le petit commerçant, ils élèvent leurs cochons. Et dans des départements, dans des régions comme le Haut-Jura, par exemple, il n'y a pas de ferme sans un atelier. Et l'hiver, les paysans, ils produisent des horloges, ils produisent des lunettes ou des montures de lunettes, ils travaillent le métal. Donc, il ne faut pas avoir une idée. C'est vrai aussi pour le monde ouvrier. On a une idée du monde ouvrier qui est un monde fermé sur lui-même. Alors, bien sûr, il y a des usines qui tournent 10 heures, 11 heures, 12 heures par jour. Enfin, en principe, c'est 10 heures par jour, mais c'est souvent plus. Dans le textile du Nord, l'île Roubaix-Tourcoing ou ailleurs. Mais vous avez, par exemple, la sidérurgie lorraine, vous avez des paysans qui continuent à habiter leur ferme et qui vont se louer pour la journée à l'usine. Pont-à-Mousson, à 5 heures du matin, vous avez des gens qui font la queue devant la porte en espérant qu'on va les prendre pour la journée. Et Pont-à-Mousson prend les manœuvres dont il a besoin pour la journée, et les autres, ils retournent faire leur terre. Ce qui pose des problèmes parce que vous avez une saisonnalité de la production industrielle. Vous avez une saisonnalité à la fois en raison des débouchés et en raison des obligations en quelque sorte latérales des ouvriers, de l'ouvrier paysan. Quand il faut rentrer la récolte, il ne va pas à la porte de Pont-à-Mousson. Donc, on a vu, Antoine, justement, dans l'émission précédente avec François Jarige, on avait vu la naissance de ce monde ouvrier-là et il avait évoqué les mêmes choses en disant que c'était un monde qui était très poreux par rapport au monde rural qui l'entourait, justement, avec l'industrie naissante. Donc, ça continue, vous nous dites, jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'avant la guerre de 14. Alors, peut-être, ce monde ouvrier, Antoine, est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu avant la guerre de 14? Il s'est quand même, par rapport à ses débuts, beaucoup développé et surtout il commence véritablement à s'organiser avec des organisations à la fois syndicales bien sûr et puis il y a désormais des vrais partis politiques qui défendent l'idée ouvrière. Oui, alors il faut bien voir que
Le problème des industriels, dans mon livre, je cite souvent Limoges parce qu'on a une très bonne étude sur Limoges. Les patrons, mais c'est vrai aussi dans les Ardennes, dans les fonderies, c'est vrai aussi en Meurthe-et-Moselle, ils veulent en quelque sorte acculturer leur main-d'œuvre aux exigences de la production industrielle. Et donc, toute la Belle Époque est marquée par une série de tentatives des patrons pour imposer des horaires précis, pour imposer, par exemple, que à la fermeture des portes, on ne puisse plus rentrer et qu'on ne sorte qu'à l'heure finale. Vous avez si je prends les lunetteries de Moret, qui sont toutes petites, une fois que l'ouvrier a fini son travail, ben, il peut partir comme il veut. Il y a pas, pendant la journée, il peut sortir pour aller acheter du vin s'il veut, il peut aller dans un autre atelier. Vous avez une sorte d'autonomie ouvrière qui est contraire à la régularité de la production industrielle. Et donc vous avez toute une série de grèves qui se déroulent à la Belle Époque, qui sont motivées par de nouveaux règlements d'atelier ou des comportements de contremaîtres qui essayent de lutter contre cette autonomie ouvrière. Et ce qui va définitivement régler la question, c'est la guerre de 1914. Parce que pendant la guerre de 1914, il faut produire, et là c'est le devoir national, plus question de musarder, on travaille à temps plein et on travaille un maximum. C'est la guerre de 14 qui va en quelque sorte domestiquer la classe ouvrière et faire apparaître du coup une nouvelle classe ouvrière, d'autant qu'il va y avoir des efforts de rationalisation, puis on ne peut pas encore parler de taylorisation, enfin on peut en parler, mais c'est les premières chaînes, la taylorisation, si vous voulez, la taylorisation sans la chaîne, qui est la phase ultime. Donc vous avez cette autonomie ouvrière menacée, et qui est aussi relayée donc par, en effet, la CGT qui se crée en 1895. Ce qui est très vivant, c'est aussi les bourses du travail, souvent financées par des municipalités radicales socialistes. Dans l'Est lorrain, vous n'avez pas de bourse du travail, parce que les municipalités, elles s'opposent à toutes les grèves, elles ne veulent rien savoir. Mais vous en avez parfois quand il y a des municipalités socialistes, comme dans le Nord, ou simplement radicales. Et c'est la grande époque du syndicalisme révolutionnaire qui défend l'idée de grève générale, et pense qu'en faisant la grève générale, on fera la révolution, ce sera le grand soir. Et vous avez toute une campagne autour du 1er mai 1906, et j'ai trouvé dans l'Écho de Paris une longue interview de Griffuel, qui est le secrétaire de la CGT à l'époque, et on lui dit, alors c'est la guerre sociale, oui, c'est la guerre sociale, et vous arrêterez pas, on ira jusqu'au bout. Donc il y a une vraie guerre sociale qui est déclarée. Alors, vous avez d'ailleurs une revue, enfin un hebdomadaire qui s'appelle La Guerre sociale, et qui se fonde en 1906, qui dit, enfin, la perspective est vraiment révolutionnaire. Derrière cette perspective révolutionnaire, il y a en réalité une pratique très, j'allais dire, réformiste, c'est-à-dire qu'on discute et on conclut des compromis. Et il y a des accords, et il y a des concessions faites par le patronat, mais les concessions ne valent que si elles ont été arrachées. C'est tout à fait particulier du syndicalisme français. On veut bien des compromis, mais il faut que les compromis soient des conquêtes et pas des collaborations. Et donc, vous avez des grèves qui sont des grèves très violentes, des grèves où il y a des morts. Alors, il y a aussi des morts parce qu'on fait réprimer les grèves par l'armée. Et l'armée n'est pas faite pour ça. Les incidents de Fourmi en 1891, c'est essentiellement des femmes d'ailleurs qui sont tuées parce que c'était un cortège festif de 1er mai. Les gens défilaient, il y avait des femmes et des enfants. D'ailleurs, les femmes sont très présentes dans les grèves. Elles sont souvent très motivées, bon, pas toujours, mais il ne faut pas croire que vous en avez même à Mazamet, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui défilent, mais
le Magnificat en défilant. Enfin, on est dans un pays où la bourgeoisie est protestante, où le peuple est catholique, et la grève, c'est comme en Pologne. En Pologne, à l'époque, quand les ouvriers ont gagné une grève, ils vont à l'église et ils chantent un tétéum. Les choses ne sont pas aussi tranchées qu'on l'imagine. Donc, vous avez, ça c'est une thèse de Julliard, et je vous ai mis dans la boîte à images un graphique de Julliard qui montre très bien comment, avec une phraséologie révolutionnaire, on crée finalement des compromis, on a une pratique assez réformiste. Sauf que les anarchistes sont contre l'organisation et contre toute organisation. Et donc, vous allez avoir un mouvement ouvrier qui est assez faible dans ses structures nationales. Il est beaucoup plus fort dans ses structures fédérales par métier, dans ses structures locales, bourse du travail, qu'au niveau national. Le secrétaire général de la CGT, il n'est même pas payé correctement. Il est obligé de faire des articles, de faire des piges dans les journaux pour vivre. Et d'ailleurs, il mourra très jeune, malade et complètement épuisé. La CGT a 3 permanents. C'est pas du tout ce qu'on imagine aujourd'hui. Donc c'est un syndicalisme de minorité agissante. Et pour vous illustrer comment dirais-je, cette double face du syndicalisme français, il y a un paradoxe qu'on n'a jamais assez souligné. Enfin, si, Ribet, il avait bien souligné. En 1920, vous avez une grève générale des cheminots qui est tout à fait célèbre, une grève révolutionnaire qui va se terminer par la mise à pied de 18 000 cheminots qui ne seront toujours pas réintégrés au moment du Front populaire. Et pendant qu'il y a cette grève, vous avez le leader réformiste qui a été mis en minorité et chassé de la responsabilité du secrétaire général des cheminots, qui négocie avec les patrons, et le résultat de ces négociations, c'est le statut des cheminots. Le statut des cheminots qui fait tant parler de lui aujourd'hui date de 1920 et a été négocié pendant la grève par un réformiste que les révolutionnaires avaient chassé. C'est ça le syndicalisme français. Alors justement, là, vous soulevez une question très importante, Antoine, qui est celle de la question ouvrière pour justement les hommes politiques de la Troisième République, puisque suite au combat notamment, bien sûr, de certains socialistes, d'abord indépendants, puis avec la naissance de la SFIO au début du XXe siècle, des gens comme Jean Jaurès à l'Assemblée se font les porte-voix de ces ouvriers-là. Alors justement, la Troisième République, comment elle prend en compte cette question ouvrière ? Elle la prend en compte. Il faut bien voir, il y a plusieurs choses qu'il faut voir. Un, la République est délibérément un pouvoir faible. C'est-à-dire que on se plaint de la faiblesse de l'exécutif de la Troisième République. La Troisième République a voulu un exécutif faible qui se borne à faire appliquer les lois votées par le Parlement. C'est le Parlement qui est le roi, et le gouvernement est le bras du Parlement, rien d'autre. Bon. Le Parlement ne veut pas engager les finances de l'État. Donc, l'État va intervenir sous la pression j'allais dire, des nécessités, et il va intervenir par la loi en imposant au patron un certain nombre de servitudes. C'est le cas de la loi de 1898 sur les accidents du travail, qui dit que l'accident du travail, il est imputable au patron, sauf si le patron peut prouver que l'ouvrier a commis une faute. Alors, si par exemple l'ouvrier n'a pas respecté délibérément des mesures de protection qui se figurent dans le règlement intérieur, le patron peut dire « vous avez un accident, c'est bien fait pour vous, vous n'aviez qu'à respecter les consignes ». Mais sauf si le patron peut dire ça, c'est lui qui doit payer, ce qui va inciter les patrons à contracter des polices d'assurance contre les accidents du travail. Bon.
Le grand espoir des ouvriers, c'est Mitterrand, dans le cabinet Waldeck-Rousseau. Mitterrand qui est un socialiste autonome, et qui, oui, indépendant, et qui va réglementer la durée du travail, avec une loi qui ramène la durée du travail à 11 heures, et avec à moyen terme une réduction qui est déjà listée, qui est déjà dans le texte de la loi, à 10 heures du travail. La grande question qui va agiter ensuite les parlementaires, c'est la question des retraites. Ça va aboutir à une loi sur les retraites ouvrières et paysannes de 1910, dont je pourrais parler longuement, parce que elle met en place des principes qui sont toujours actuels. C'est-à-dire double cotisation, le patron et les ouvriers, paiement, prélèvement de la cotisation ouvrière par le patron sur son salaire et versement par le patron de la cotisation ouvrière. Alors simplement, le principe qui est adopté à l'époque, c'est la capitalisation, c'est pas la répartition. Mais et puis cette loi, elle est d'un montant dérisoire, c'est des retraites qui permettent pas de vivre. Bon, et alors vous avez une défense des ouvriers, notamment au moment des grèves, par la gauche au Parlement. Enfin, c'est bien connu, avec notamment le parcours de Jaurès à Carmaux, ou encore la verrerie justement je ne sais plus si c'est le Carmaux, la verrerie mutualiste ou coopérative. Mais le Parti socialiste est aussi un parti républicain. Pour des gens comme Jaurès, c'est sa différence avec Jules Guesde. Le monde à construire n'est pas en rupture totale avec le monde actuel, il est dans la continuité. Ce que la République a fait du point de vue politique, il faut qu'elle le fasse maintenant du point de vue social. Et alors le Parti socialiste, il y a un problème, non pas marginal, mais central, qui est celui de l'antimilitarisme. Vous avez un antimilitarisme très très fort chez les ouvriers, qui s'explique en grande partie par l'usage de l'armée pour réprimer les grèves. C'est même tout à fait choquant. Le ministre va y mettre un cas, mais pour une grève de Schneider, la grande grève de Schneider en 99, le colonel qui commande ou le général qui commande les troupes est hébergé au château de la Verrerie par Schneider. Il s'installe chez Schneider et Schneider offre un pot à tous les officiers. Donc la collusion entre le patronat et l'armée, dans le cas de Schneider, est tout à fait évidente, si évidente que les militaires sont un peu ramenés à l'ordre par le préfet. Mais vous prenez la grande grève du Nord, des cheminots de Courrières après le sinistre qui a fait quand même plus de 1000 morts en 1906, Clémenceau, qui est ministre de l'Intérieur et président du Conseil, envoie 30 000 soldats pour maintenir l'ordre. Alors les soldats, notamment les soldats à cheval, c'est Dumoulin qui raconte ça dans ses mémoires, Dumoulin qui est un grand syndicaliste du Nord. Les gamins s'amusaient à tendre des fils de fer d'une maison à l'autre dans les rues des Corons pour que les chevaux se cassent la figure, pour faire tomber les chevaux. Enfin, c'était la petite guérilla, mais il y a eu, je crois, un officier tué. Donc, il y a un antimilitarisme très fort. En réalité, cet antimilitarisme est un antimilitarisme un peu de façade. Et Jaurès le sent très bien quand vous lisez vers l'armée de métier, vers l'armée nouvelle, pardon, vers l'armée nouvelle, c'est tout sauf une armée de métier, justement. Jaurès dit, il faudrait que je vous retrouve la phrase, que si la France était menacée, toutes les fanfaronnades disparaîtraient et que
le peuple français serait tout à fait uni. Et de fait, c'est ce qui va se passer. Je cite dans mon livre une lettre adressée par un soldat, un antimilitariste qui a fait 10 ou 12 ans de prison et qui se retrouve soldat et qui dit très fier, j'ai montré à ces pleutres ce que c'est qu'un homme véritable. Donc, je vous retrouve la phrase, mais Alors justement, ce que vous dites, c'est intéressant aussi. Il y a une autre idée qui est déjà très marquante à cette époque-là, et d'ailleurs le regretté Dominique Khalifa y a travaillé dessus, c'est la notion de vivre une période où on va véritablement vers le progrès, et c'est vrai que cette période, on l'a appelée la belle époque. Alors est-ce que vous pourriez revenir sur ce terme-là et voir pourquoi est-ce que cette période justement d'avant, ce qui a été aussi qualifié parfois de grande catastrophe de la guerre de 14-18, pourquoi on l'a appelée la belle époque? Alors, le Khalifa l'a montré, le qualificatif de belle époque est très tardif, c'est 1940, et c'est au moment où on va commencer la Deuxième Guerre mondiale qu'on s'aperçoit que une époque où il n'y avait pas de guerre, c'était vraiment une belle époque. Et ça m'a surpris d'ailleurs, mais je m'incline devant Khalifa. Je pensais que c'était les bourgeois qui avaient inventé cette expression. Parce que pour eux, pour les bourgeois, la belle époque, c'est la stabilité du franc, c'est les rentes. Vous avez quand même 560 000 rentiers en France qui vivent de leurs rentes, qui vivent sans rien faire, et qui vivent grassement, avec des domestiques, avec un chauffeur, une cuisinière, un concierge, une nounou pour élever les enfants, et qui ont une vie mondaine, sociale, tout à fait cohérente. Être une dame, c'est un métier. On croit que l'interdiction de travailler pour une femme, ça a été fait pour renvoyer les mères au foyer et qu'elles s'occupent de leur marmot. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Oui, aussi. Mais c'est fait pour qu'elles puissent mener ce travail de sociabilité qui donne à la classe dirigeante sa cohésion, avec le rituel des visites, des réceptions, tout ça qui est un vrai métier. Ça prend du temps, d'autant que il n'y a pas d'internet, donc les démarches, il faut les faire à pied. Il y a même, le téléphone, si dans ce milieu-là, il est arrivé, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se font en face à face, en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Donc, belle époque, je pensais que c'était le renvoi à cette période de stabilité et finalement d'opulence. Non, c'est contemporain de 1940. Et voilà, alors, la réglementation du travail, pour revenir un peu au chapitre antérieur, la réglementation du travail, la grande avancée, c'est la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire. Laïcité oblige, c'est repos hebdomadaire, c'est pas repos dominical. C'est pas une très grande avancée. C'est pas une très grande avancée parce que si vous lisez le texte de la loi, vous verrez que le travail du dimanche matin est tout à fait accepté. La loi ne s'applique pas aux domestiques, donc les domestiques, c'est de l'aube au coucher. Il faut être levé avant les patrons et coucher après eux. Donc, et le dimanche, il n'y a pas de dimanche. Il y a même j'ai trouvé un prêtre qui passe un salon aux bourgeois en disant écoutez, Dieu doit être servi avant vous. Bon. Donc, la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire du travail, c'est surtout que dans toute une série d'entreprises, 80% des entreprises industrielles qui sont soumises à la loi pratiquent déjà le repos hebdomadaire, le coucher hebdomadaire. Donc, comme toujours, les lois accompagnent l'évolution des mœurs. Je trouve qu'on croit beaucoup trop à la force des lois. Les lois sont
parfois appliquées, mais parfois pas. Et il y a des choses, quand Jules Ferry rend l'école obligatoire, pratiquement tous les enfants de 8 à 10 ans sont déjà scolarisés. Et tous. Simplement, ce que dit la loi, c'est que l'éducation est obligatoire de 6 à 13 ans. Donc, il y a c'est à 600 000 enfants de 6 à 8 ans ou de 10 à 13 ans qui ne vont pas à l'école. Et donc, en réalité, l'obligation scolaire de Jules Ferry, c'est une prolongation de la scolarité. Donc, c'est pas Jules Ferry qui a rendu c'est une des premières choses que j'ai montrées dans mon bouquin de 68. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais été un peu, comment dirais-je, critiqué, pas tout à fait, mais enfin, si un peu critiqué par Ozouf dans l'Observateur, c'est tout de même les lois républicaines, c'est plus important que Proud le dit. Je suis désolé, moi, les chiffres sont des chiffres. J'avais une polémique avec une collègue qui partait en guerre contre la loi de 1900, contre le fait qu'il ait fallu attendre 1965 pour que les femmes puissent travailler sans l'autorisation de leur mari. Mais quand l'Éducation nationale a recruté ma femme, nous étions déjà mariés. Ni elle ni moi n'avons entendu parler d'autorisation maritale. Et Jacques Gavoy, qui a vu des centaines de dossiers d'instituteurs dans le département du Doubs, n'a jamais trouvé d'autorisation maritale. Ce qui veut dire que l'État employeur ne respectait pas lui-même les obligations du Code civil. En réalité, la loi interdisant aux femmes de travailler, c'est une loi qui est faite pour les bourgeois. Parce que pour les bourgeois, c'est important d'avoir une femme qui va non pas seulement élever ses enfants, mais organiser et faire vivre ce travail de sociabilité dont je parlais tout à l'heure. Donc, vous voyez, les lois, c'est très, très dangereux de faire l'histoire sociale à partir des lois. Il faut tenir compte des lois parce que ce sont des marqueurs. C'est des marqueurs importants. Mais il ne faut pas croire que la loi décrit la réalité. Alors Antoine, il y a aussi quelque chose d'important qui reste dans la mémoire collective de cette période-là, avant 1914. C'est une période de progrès, notamment scientifique, notamment dans le domaine de la médecine. On pense bien sûr à Pasteur, mais il y a de véritables progrès qui se développent là, et avec des figures, par exemple, vous évoquiez une femme, on peut penser aussi au progrès dû à Marie Curie, qui a obtenu d'ailleurs un de ses prix Nobel. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Antoine, sur ces progrès-là qui sont quand même les marqueurs de cette époque avant la guerre de 14? Alors, écoutez, il y a un progrès absolument fondamental et qui est vraiment de cette période. Là, je vous ai donné un graphique. Il faut voir ce graphique. C'est la diminution de la mortalité infantile. Ça se fait vraiment à partir de la fin du 19e siècle et ça se fait très rapidement. Et là, c'est lié aux pédiatres, c'est lié à l'interdiction des biberons à tube, parce qu'il y avait des biberons à tube qui n'étaient jamais nettoyés, donc c'était plein de bactéries, avec la valorisation de l'allaitement au sein, avec toute une série de mesures très simples d'hygiène. Donc, la chute de la mortalité infantile est très importante et elle renvoie aux grands, il y a de grands médecins, le pédiatre c'est Pinard, et il y a un enseignement dans les écoles, on apprend, on explique aux jeunes filles qu'il faut laver les biberons, parce que si on lave pas les biberons, il y a de la contagion. Bon, je mets quand même un bémol, quelqu'un comme Carrel, qui va avoir le prix Nobel, il a été obligé de s'expatrier parce que comme c'était un Lyonnais, les médecins parisiens n'en voulaient pas. Et donc, quand Carrel, qui est médecin français, a le prix Nobel, je crois que c'est en 1912 ou 1914, bon, vous avez d'autres, vous avez Charcot, vous avez des grands médecins. Mais les autres progrès scientifiques, les progrès technologiques, c'est l'électricité, l'aluminium, la chimie, c'est la seconde révolution industrielle. Et là, ce qui est important aussi, c'est de voir que ça passe par une formation d'ingénieurs nouvelle. Vous avez un renouveau complet de la formation des ingénieurs dans la seconde, enfin, j'allais dire entre 1880 et le début du XXe siècle.
vous avez les grandes écoles, Grenoble par exemple. Si Grenoble est aujourd'hui un centre scientifique majeur avec le CERN et le nucléaire, à l'origine, c'est l'électricité. L'électricité, parce qu'il y a le problème du transport, et ça a été voulu à la fois par l'université, loi de 1887, et par la profession. Toulouse aussi, l'Institut d'électricité de Toulouse, c'est bon, la chimie à Nancy. Donc, une explosion de formation et d'ingénieurs qui, cette fois-ci, sont des ingénieurs spécialisés. C'est des électriciens, c'est des mécaniciens, c'est pas les ingénieurs polyvalents de Centrale ou de l'X qui sont des écoles beaucoup plus anciennes. Donc, vous avez en effet un progrès technologique, mais pas plus rapide, même nettement moins rapide qu'en Allemagne. Et avec j'allais dire une tache d'ombre qui est la chimie. Il n'y a pas de vraiment grands chimistes. Il y a des physiciens, il y a des mathématiciens, il y a des médecins. Les chimistes, par rapport à l'Allemagne, on est très en retard et ça va se faire sentir. Alors oui, justement, ce qui est là aussi, hein, sur ce que vous évoquez, qui est très intéressant, c'est l'idée de changer véritablement le quotidien. Il y a ces changements sont dus à l'industrialisation, vous l'avez dit, aussi au progrès technologique. Il y a une nouvelle façon de se déplacer, il y a une nouvelle façon de voir le monde qui nous entoure. Ce monde-là, d'ailleurs, semble s'agrandir un petit peu, hein, ce monde du quotidien des gens, parce qu'on peut communiquer différemment, on peut avoir accès à d'autres choses pendant cette période. Oui, n'exagérons pas. Il doit y avoir 300 000 abonnés au téléphone. C'est pas beaucoup. Alors, ce qu'il y a, si, mais vous avez l'automobile, mais l'automobile n'est pas du tout un moyen de locomotion quotidien. C'est un objet de luxe, c'est un objet pour les riches. Les riches vont passer du cabriolet attelé, qui est nécessaire pour toute bonne famille qui se respecte. La mère de Gide, quand son mari est mort et ses revenus ont beaucoup diminué, elle est obligée de prendre un appartement, mais elle veut le prendre dans une maison qui a un grand Porsche, parce que le grand Porsche, comment le Porsche haussmannien de nos rues, il est destiné à faire passer des voitures à cheval. Et vous avez des immeubles, si vous regardez bien, vous retrouvez les écuries dans la cour. Alors ces gens-là, ils vont passer à la voiture. La fille du duc de Broglie, la comtesse de Pange, un frère qui se marie, le cadeau de mariage qu'on lui fait, c'est une voiture. Oui, c'est le luxe. Donc, et puis alors, l'avion, comment s'appelle? L'avion va être, comment dirais-je, boosté par la guerre de 1914. On va construire pendant la guerre de 1914, les Français, à eux tout seuls, vont construire 35 000 avions pendant la guerre de 1914. C'est énorme. Jusque-là, le premier avion qui vole vraiment, c'est 1906. Donc, on est encore très loin. J'allais dire, c'est les bases d'un développement qui sera le développement de l'entre-deux-guerres. Avec quand même une chose importante, la France est en 1914 le premier exportateur de voitures automobiles. On doit produire 45 000 voitures automobiles en France en 1914 et on a été longtemps le premier producteur de voitures automobiles au monde, mais à la veille de la guerre de 14, on est complètement détrôné par les Américains parce que Ford a eu l'idée géniale de la voiture unique et qui permet de faire baisser les prix et d'avoir une vente beaucoup plus importante. Les industriels français, il n'y a que Citroën qui va passer au modèle unique dans les années 30, la traction avant, avec quand même plusieurs motorisations. Renault continue à avoir une gamme très étendue et vous avez, je sais pas, une vingtaine de constructeurs, peut-être même plus, il faudrait que je regarde mes fiches.
Alors, ce qui est par contre, au niveau de l'information, on est quand même dans cette période-là, dans l'apogée de la presse. C'est la période où Ah les oui, titres tirent le plus. ah oui, on est dans l'apogée de la presse et surtout d'une presse locale, une presse extrêmement vivante. Et alors, il faut bien voir que la diffusion de la presse suppose deux choses. Elle suppose que les gens sachent lire. Donc, c'est l'alphabétisation qui est quand même un des succès de la République, on y reviendra tout à l'heure. Et elle suppose, d'autre part, qu'il y ait des distributeurs, qu'il y ait un réseau de distribution. Parce que le facteur, ça suffit pas. Et donc, le réseau de distribution, il se met en place dans des cafés, dans des bars, vous avez. Mais je l'ai donné dans mon livre la statistique pour le département de la Corrèze. Ça fait quand même à peu près une commune sur trois où il y a un point de vente du journal qui est le journal local, où on va trouver les annonces des marchés, des fêtes, des réunions, du passage du cirque, de la tenue du conseil de révision, etc. Vous avez toute une vie locale très, très importante qui se structure en effet autour de ces réseaux de presse qui sont les vrais lieux de politique. Le congrès constitutif du Parti radical en 1901, vous avez des comités républicains et puis vous avez des journaux. Et puis vous avez des associations de libre pensée, d'autres, mais les journaux comme entités sont présents. Et avec les progrès de l'imprimerie, des rotatives, ça coûte pas trop cher pour un homme politique qui veut se lancer de se payer un journal. Enfin, on peut y arriver. Il faut y mettre un peu de sa poche, mais on y arrive. Oui, effectivement, hein, moi je pensais aussi à l'exemple du journal qui est au départ un quotidien régional, La Dépêche de Toulouse, hein, qui a vu d'ailleurs la plupart des grands articles de Jaurès, on en parlait tout à l'heure. Et puis Oui. on a peut-être ces journaux nationaux qui sont le porte-voix des partis. Je pensais par exemple à toujours Jaurès avec la création de l'Humanité. Ah ben la création de l'Humanité, oui. Vous avez... Non mais... L'Humanité est le seul journal d'un parti. L'Écho de Paris, qui est le grand journal de droite, c'est pas le Figaro. Le Figaro existe, mais c'est un journal mondain où on parle beaucoup des ducs et des duchesses. Le Parti socialiste s'est doté en effet d'un journal, l'Humanité, et vous avez un certain nombre de feuilles. Le Populaire, je pense que le Populaire devait exister déjà avant la guerre de 1914. Mais autrement, non, vous n'avez pas, mais d'ailleurs aujourd'hui non plus, vous n'avez pas de journal des Républicains, vous avez toujours l'Humanité, qui est le journal du Parti communiste, en dehors de ça, quel est le journal du Parti socialiste? Non. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous donnez l'exemple du progrès, on pourrait en donner d'autres. Hein. Vous avez le télégramme de Brest, vous avez le progrès à Lyon, les journalistes, et ils ont des éditions locales. Hein. C'est pas, j'allais dire, c'est pas comme même aujourd'hui, vous avez pas vous avez des pages locales dans des quotidiens. Non, la presse, la PQR, la presse quotidienne régionale, garde cette tradition de, je dirais pas cantonale, mais d'arrondissement. Mais vous avez aussi à côté de ces grands quotidiens, vous avez beaucoup de journaux. Je pense par exemple à l'Indépendant de Louhans et de la Saône-et-Loire, ouais, c'est tout à fait, ou l'Éclaireur du Gâtinais, ces journaux plus limités qui ne paraissent pas tous les jours, ils ne sont pas des quotidiens, qui sont soit des hebdomadaires, soit des bi-hebdomadaires, parce que d'abord c'est moins cher, et puis le contenu, ils n'ont pas de quoi alimenter un journal quotidien. Donc c'est une presse, mais c'est une presse très lue, très attendue, et alors le tableau idyllique, c'est
le petit garçon ou la petite fille qui lit le journal, qui lit les articles du journal à ses grands-parents. C'est une des vignettes classiques de la Belle Époque. Alors, Antoine, il y a aussi une autre question que l'on retrouve dans les programmes, c'est la question de l'immigration. Peut-être, alors, dites-nous pourquoi cette question-là apparaît dans ce programme-là, la question de l'immigration avant 1914, et justement, est-ce que peut-être elle n'a pas été créée pour montrer aux élèves que ce qu'on entend aujourd'hui sur l'immigration, il y a quand même une certaine profondeur historique là-dessus? Ah, oui, il y a une profondeur historique, mais qui est liée aussi à une réalité économique, qui est le manque de main-d'œuvre. Ça, c'est une des thèses fondamentales de Noiriel dans son très très bon petit bouquin sur les ouvriers. Ça s'appelait Les ouvriers dans la société française. Vous avez notamment, par exemple, le bassin sidérurgique lorrain qui est en plein boom à l'époque, manque terriblement de main-d'œuvre et fait appel à une main-d'œuvre italienne très, comment dirais-je, très, très soudée, qui est hébergée de façon très lamentable dans des baraques. Noiriel a raconté ça très bien. Vous avez dans le nord, Pas-de-Calais, une immigration belge, qui est parfois une immigration journalière, des Belges qui viennent travailler dans les usines françaises. Et vous avez un nombre d'étrangers moins important qu'entre les deux guerres, hein, parce que la crise de la main-d'œuvre, l'insuffisance de la main-d'œuvre liée au malthusianisme, parce que les taux de natalité sont. Enfin, la France n'assure pas le renouvellement de ses générations à la Belle Époque, ni d'ailleurs dans l'entre-deux-guerres. Et la population de la France en 1940 est à peu près la même que celle de 1914. Donc vous avez une poussée de l'immigration qui est évidemment combattue notamment par les ouvriers bien internationalistes. Vous avez dans certains lieux des comportements xénophobes, agressifs. C'est très connu dans la région dans le Montpellierin ou le Gard, je ne sais plus si c'est l'Hérault ou le Gard, vous avez eu des manœuvres italiens tués, lynchés par des ouvriers qui estimaient qu'ils leur volaient leur travail. Mais, je veux dire, avant la Première Guerre mondiale, c'est pas un sujet majeur, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup. Ça sera plus important dans l'entre-deux-guerres. Dans l'entre-deux-guerres, on a quand même plus de 3 millions d'étrangers en 1931 et il y en a à peu près 500 000 qui vont être expatriés, enfin, chassés de France en raison de la crise économique. Ça va être la variable d'ajustement. On a finalement assez peu de chômeurs en France. Pendant la crise économique, on en a probablement au plus dur autour d'un million de chômeurs. C'est pour nous aujourd'hui, c'est pas beaucoup. À l'époque, ça apparaît considérable, mais on a 1 million de chômeurs parce qu'il y a 500 000 salariés polonais, italiens ou autres qui ont été mis dans des trains et renvoyés chez eux. Et alors après, on aura les problèmes d'immigration, notamment maghrébine. Mais j'ai fait une étude sur le quartier de la Goutte d'Or entre les deux guerres, à partir du recensement des rues de la Goutte d'Or et de la rue Polonceau. L'immigration maghrébine n'est pas là. Alors, il y a peut-être une dernière question pour terminer ce tour d'horizon sur ce chapitre 2 du thème 3 de programme de première, Antoine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la place des femmes dans cette société française avant 14 ? Alors, vous avez commencé à l'évoquer, notamment pour la bourgeoisie, mais de façon générale, la femme, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et surtout, peut-être commencer à évoquer avec nous ces premiers combats féministes qu'on peut voir et qui sont combats d'ailleurs en France qui sont déçus puisque la France
contrairement à l'Allemagne ou au Royaume-Uni, ne donne pas le droit de vote après la Première Guerre mondiale. Alors, je vais vous dire, il ne faut pas dissocier le genre et la classe. C'est une chose que je reproche un peu à certaines féministes. Elles parlent de la femme, comme si le sort de la femme c'était le même dans tous les milieux sociaux. Chez les paysans, les choses sont très claires. La femme n'est pas seulement à l'intérieur, elle est aussi au champ. C'est elle qui s'occupe du jardin, elle fait la moisson, elle fait les foins avec les hommes, généralement, elle s'occupe de l'étable, c'est elle qui traite, mais les hommes traitent aussi. Et alors, le pouvoir des femmes dans la maison dépend beaucoup et le statut de la femme dépend beaucoup des coutumes régionales. On a des études sociologiques sur Grand Front, en Lorraine, ou je ne sais plus où, dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, vous avez encore des familles patriarcales. Bon, le statut de la femme n'est pas le même que dans la société beaucoup plus égalitaire des open fields lorrains. Bon. Les ouvrières, elles travaillent par nécessité. Et elles travaillent très durement. La grande oppression des femmes, c'est leur mari qui se saoule et ne rapporte pas sa paye à la maison. Ça, c'est le grand classique de la famille ouvrière, c'est le mari qui rentre le soir de paye ivre, qui a dépensé beaucoup au cabaret et qui bat sa femme avant de la contraindre à ce qu'on appelle à l'époque le devoir conjugal, qui est devenu le viol, comment on dit viol conjugal. Bon. Donc, alors, les femmes du milieu ouvrier bénéficient en réalité d'une très grande liberté. Elles sont pas, il n'y a pas d'autorisation maritale, malgré la loi. Elles ont le droit d'ouvrir un livret de caisse d'épargne et de le gérer sans l'avis de leur mari. C'est une loi de 1896. Et à l'époque, franchement, une ouvrière se préoccupait pas d'avoir un compte en banque. Hein. Même une bourgeoise n'avait pas de compte en banque. Bon. Et le mari était en principe le chef du ménage et c'est lui qui devait trouver le domicile. En fait, c'est la femme, parce que la femme avait plus de temps. C'est la femme qui discutait avec le propriétaire, qui signait Alors, en principe, c'est le mari qui est responsable. Mais les tribunaux avaient trouvé une solution élégante pour retirer le pouvoir au mari et le donner à la femme. C'est ce qu'ils appelaient le mandat tacite. Il était admis que, du fait du mariage, le mari donnait le mandat à sa femme pour toutes les dépenses du mariage. C'est la femme qui négociait le loyer, qui le payait. Et les dépenses de la femme engageaient le mari, c'est-à-dire qu'il était obligé, si la femme avait fait une dépense qu'il jugeait inadaptée, mandat tacite, il a donné mandat, et donc la femme était, j'allais dire, non pas seulement de fait le ministre des Finances, le responsable du budget ouvrier, mais non pas la loi, mais la jurisprudence lui reconnaissait cette fonction. Là, je m'appuie, parce que ce sont des propos un peu subversifs que je tiens, je m'appuie sur une conférence faite par René Cassin, qui est quand même un grand juriste, civiliste, qui, dans une conférence, et il était féministe en plus, René Cassin, et comme il était féministe, il a donné une conférence à un club féministe d'Aix-en-Provence en 1919, faisant le point sur le statut juridique de la femme. Donc, c'est pas une fake news, je m'appuie sur des choses précises. Bon. Et alors, dans la bourgeoisie, la femme était en effet très, 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 très contrôlée parce que c'était une menace pour le patrimoine.
Le problème de la bourgeoisie, c'est de transmettre le patrimoine aux enfants. Et donc, le grand risque, c'est l'enfant naturel, parce que tous les enfants qui sont conçus dans le mariage sont réputés être des enfants légitimes. Donc, une femme mariée qui a une aventure avec un gandin et qui a un enfant naturel, un bâtard, ça c'est l'horreur. L'horreur pour la bourgeoisie. Donc, il y a un contrôle très strict de l'adultère, avec des lois qui sont d'une indulgence massive pour l'homme et d'une sévérité drastique pour la femme. Et il y a surtout la possibilité de la recherche en paternité. Parce que quand vous allez faire un bâtard ou quand un fils de famille engrosse une bonne, ce qui est quand même là aussi j'allais dire un grand classique, il ne faut pas que la bonne puisse prouver que c'est le fils du patron qui l'a engrossé. Donc, la recherche de paternité, elle n'est admise qu'en 1910 par une loi, et encore avec des restrictions telles que justement les servantes qui tombent enceintes ne peuvent pas en bénéficier. Donc, alors, vous avez toute une série d'interdictions qui vont être tombées successivement. On considère comme des victoires, et on a raison, le fait que les femmes puissent devenir avocats, qu'elles puissent devenir médecins, qu'elles puissent accéder à l'école des chartes, on a des dates, on a tout un calendrier. Il y a un très beau travail qui a été fait là-dessus. Oui, mais c'est l'accession à des métiers prestigieux, à des métiers de bourgeois. C'est pas, ça fait absolument rien à Mémé Santerre, ma tisserande du Santerre, que j'aime bien, là, et qui se lève à 4 heures du matin pour aller tisser dans sa cave et se couche à 8 heures du soir parce qu'il n'y a pas de bougie, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Bon. Donc, alors ces femmes vont constituer des associations très militantes pour obtenir le droit de vote, mais ce sont des associations, comment dirais-je, très juridiques, très efficaces, très, le mouvement féministe est beaucoup plus puissant en France à la veille de 1914 que pendant l'entre-deux-guerres. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles il ne réussit pas à obtenir le vote des femmes. Mais et alors, il faut bien voir aussi que ce mouvement féministe, il est un peu double parce que vous avez un certain et il est un peu comment dirais-je, pour nous aujourd'hui, on dirait qu'il est équivoque parce que vous avez toute une série de mouvements féminins qui réclament des droits pour les femmes en tant que mères de famille, des mouvements catholiques et qui s'appuient sur la maternité pour obtenir, par exemple, des suppléments familiaux dans les salaires. Et vous savez, un mouvement beaucoup plus important, politiquement, en nombre de militants, probablement moins, mais enfin, on n'a pas de vrais chiffres. Donc, et alors là, elles se battent pour le droit de vote, pour l'égalité, mais c'est bon. Elles obtiennent un certain nombre de satisfactions. Par exemple, mais ça, oui, ça m'intéresse. Enfin, ça peut intéresser les ouvrières. Je crois que c'est en 1908, les conseils de prud'homme, on peut avoir des femmes élues conseillers de prud'homme. Vous avez un certain nombre de gains, mais sur le fond, qui est l'élection, les droits civiques, l'égalité des droits civiques, il n'y a rien. Mais alors, ce lien entre le féminisme, enfin entre le genre et la classe, vous explique quelque chose qui, pour nous, est un peu scandaleux, c'est que les socialistes considèrent que les mouvements féministes, c'est des mouvements bourgeois. Et donc, ça n'a pas la priorité, ça ne nous concerne pas vraiment. Donc, toutes les tentatives de Louis Monod et un certain nombre d'autres pour prendre en charge la revendication féministe par la gauche
échoue parce que la revendication féministe apparaît comme une revendication de bourgeoise. Et ce que je vous ai dit du sort de la femme dans le monde ouvrier justifie en partie l'analyse que font les socialistes à l'époque de cette question. Mais je trouve qu'on n'en dit pas assez sur j'allais dire la violence interne au couple ouvrier liée à l'alcool. Si vous regardez la thèse d'Anne-Marie Sonne, par exemple, vous verrez les 4/5 des divorces qui sont demandés par des femmes battues et que leur mari ne les met pas en capacité de faire vivre leur famille, d'aller acheter le pain, parce qu'on achète quand même souvent le pain à crédit dans les familles ouvrières. Pour vous donner une idée, une famille ouvrière, on a une très bonne enquête statistique que Karl Vax évacue d'un revers de main. Je pense qu'il voulait défendre son territoire. C'est une enquête de la statistique générale de la France qui doit dater de 1913. Et on a les ressources d'une famille ouvrière, c'est quand même pour 20-25%, les ressources viennent du travail de la femme et des enfants. Et on tourne autour de 1400, 1500 1500 francs par an. À l'époque, les ouvriers ne gagnent pas beaucoup plus. Un petit fonctionnaire, un facteur doit gagner 700 ou 900 francs. C'est pas grand-chose, mais avec ça, on vit tout juste. On vit ric-rac. Donc, si le mari ne rapporte plus son salaire, eh bien, vous avez des femmes qui vont au bistrot les soirs de paye pour ramener leur mari, et avant qu'il n'ait beaucoup dépensé. Et ça, c'est un vrai problème, et un problème. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, ce qui se passe dans le Nord, Pas-de-Calais, c'est tout à fait... le maire de Roubaix, le maire guédiste de Roubaix, quand il y a un maire guédiste, il est cabaretier, la moitié de ses adjoints sont cabaretiers, parce que l'État refuse, le préfet refuse qu'ils aient une indemnité pour devenir maire. Donc il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Mais alors les brasseurs sont tout à fait contents d'avoir des cafés qui vendent leurs bières. Ils ont tout un réseau de distributeurs. Et comme distributeurs, ils préfèrent choisir les responsables syndicaux. Pour le brasseur, le militant qui a été chassé de l'usine parce qu'il avait organisé des grèves, c'est un très bon cabaretier et il va avoir beaucoup de monde. Donc vous avez une sorte de complicité du patronat et des bistrots pour faire boire les ouvriers. Et ça, c'est vraiment un fléau qui va d'ailleurs pas, qui va s'interrompre un peu pendant la guerre, mais très peu, et qui va continuer entre les deux guerres. Il faut savoir quand même que dans la France de cette époque, vous devez avoir, je ne veux pas dire de bêtises, vous trouverez le chiffre dans mon bouquin, je crois que c'est 78 Français par bistrot. Un bistrot pour... en tout cas, c'est autour de 100. Donc, vous voyez, le bistrot... Vous avez en France, je crois, 478 000 bistrots pour 40 millions d'habitants. Donc, vous faites le compte. C'est monstrueux. Et c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Je suis frappé, quand je me promène en ville, de voir le nombre de bistrots qui ont été transformés en magasins de fringues.
Antoine Pro, merci pour cette présentation donc du chapitre 2 du thème 3 de première autour des Français avant 1914. Alors vous avez donné, vous l'avez évoqué au fur et à mesure de l'interview, des documents que l'on retrouve sur le site aphg.fr qui sont librement téléchargeables et que vous, les enseignants, vous pourrez à la fois communiquer aux élèves et puis voir avec eux toutes les thématiques que Antoine a aujourd'hui évoquées avec nous. Alors on va se retrouver tout à l'heure, Antoine, dans la deuxième partie de l'émission. Vous allez nous présenter, comme on le fait dans Bref de classe, un personnage et un document représentatif de ce chapitre-là. Merci Antoine.